Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française sur Viva. Tout de suite, les actualités de ce lundi. Un salarié de la douane de Thomas n'a été arrêté pour détournement de cocaïne de base. 20 sacs de cette substance ont été saisis dans le port de Thomas en octobre 2021. Ce dernier n'en a déclaré que 18 sacs. Ce n'est que lors de l'audition des 10 personnes en possession de drogue à Antananarive que l'on a découvert les faits réels. Selon les explications du secrétariat d'État en charge de la gendarmerie, les faits à venir confirmeront si cette affaire de cocaïne brute est liée à la situation actuelle ou non, d'après ce reportage de Mervula Sferen et Secharangianasi. La situation se présente sous deux angles, précise le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. D'un côté, il y a les séries de kidnapping et de l'autre côté, il y a les enfants qui profitent de la situation pour quitter le domicile parental. L'on ne peut pas qualifier cette situation de kidnapping, toujours d'après le secrétaire d'État, car il n'y a eu aucune demande de rançon ni de viol. Deux théories peuvent l'expliquer, la déstabilisation et l'expérimentation de drogue. Le secrétaire d'État a aussi informé que 10 personnes ont déjà été arrêtées pour possession de drogue, dont des Nigériens, des Chinois et des Malagasy. Un salarié de la douane de Thomas a été arrêté pour détournement de cocaïne de base. 20 sacs de cette substance ont été saisis dans le port de Thomas en octobre 2021. Ce dernier n'en a déclaré que 18 sacs. Ce n'est que lors de l'audition des 10 personnes en possession de drogue à Antananarive que l'on a découvert les faits réels. Selon les explications du secrétariat d'État en charge de la gendarmerie, les faits à venir confirmeront si cette affaire de cocaïne brute est liée à la situation actuelle ou non. Les 18 sacs de cocaïne brute ont été brûlés samedi dernier. L'enquête sur les séries d'enlèvement se poursuit toujours, d'après les explications. Rive Rakout-Vao, ancien président du Sénat et coordonnateur national du HVM, a été enquêté ce jour au bureau indépendant anticorruption ou Bianco. Selon nos sources, Rive Rakout-Vao aurait détourné des fonds durant son mandat au sein de cette institution, une période également marquée par la tentative de sa destitution par les sénateurs qui serait donc liée à cette affaire. Un reportage de Cécile Sylvain. Détournement de fonds, abus de pouvoir et corruption. Telles sont les accusations menées contre Rive Rakout-Vao, ancien président du Sénat et coordonnateur national du HVM. Celui-ci a été enquêté ce jour à la Villa Piscine à Bouibao, au niveau du Bianco. C'est dans la convocation de 2019 que l'on a pu constater ces actes. Nos sources affirment également que c'est lors de l'octroiement des indemnités du Sénat que l'enquête a débuté. Il est donc possible que ce sont les sénateurs qui ont dénoncé Rive Rakout-Vao au Bianco. À titre de rappel, les sénateurs ont déjà tenté de le destituer de son poste pour cause de gestion. Lors de la sortie de la lettre d'enquête, le HVM et le groupe opposant ont détourné qu'il s'agit d'une enquête politique. Il est aussi à noter que le Bianco est totalement pragmatique dans ses enquêtes, que ce soit les récentes affaires de non-respect des lois ou celles d'auparavant. Tous subissent une enquête au sein du Bianco. Le directeur général du CNAP s'y est récemment passé. Après être passé au Bianco, l'affaire devrait passer au niveau de la justice. Et comme Rive Rakout-Vao était président du Sénat, et s'il s'avère qu'il a commis ces actes durant son mandat, l'affaire sera remise au niveau de la Haute Cour de la Justice. Et pour marquer la célébration de la fête nationale, les citoyens malagasy ont décidé de hisser le drapeau national selon les personnes interviewées par nos journalistes ce jour. Les communes périphériques organisent des événements sociaux pour la grande joie des habitants, une première depuis la pandémie de Covid à Madagascar, soit il y a 2 ans. Fenjesen et Mireille sur les images de Yves Janel. La levée du drapeau national est symbole de souveraineté nationale, également un symbole de la célébration de la fête de l'indépendance en ce mois de juin, selon les citoyens interviewés par nos journalistes ce jour. Les communes périphériques ont chacun leur manière de le célébrer. Pour la commune d'Apetatafk, la commune organise des événements sociaux pour marquer la 62e anniversaire de l'indépendance. La commune de Talatamat, quant à elle, organise des événements sportifs, des circoncisions massives, des événements culturels et distribue également des repas chauds pour la population, dont l'effectif s'élève à plus de 4000 personnes. Les personnes âgées, celles en situation de handicap, sont priorisées dans le cadre de la distribution de ces repas.
La 4e édition de la caravane médicale qui a eu lieu du 7 au 12 juin dans la région Atznan a été une réussite. La caravane médicale est une tournée sanitaire organisée par l'association FITI, présidée par la première dame, Madame Nial Radzoué, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, la direction des affaires sociales et politiques au niveau de la présidence, OUDASP et les partenaires. Mis à part les offres sanitaires, la caravane comprend aussi la sensibilisation sur la violence basée sur le genre. Toujours un reportage Merveille Sphère. L'objectif est atteint pour les organisateurs de la 4e édition de la caravane de la santé dans la partie est de l'île qui a débuté le 7 juin en passant par Manzakanjin, Brickaville, Full-Pointe et s'est achevé hier à Mahambo. Si la prévision était de 2500 patients par village, le nombre de bénéficiaires a atteint les 11 518 lors des 4 arrêts de la caravane. L'on a donc enregistré 2976 consultations générales, 185 vaccinations de routine, 210 vaccinations contre la Covid, 359 planifications familiales, 506 dépistages de cancer du col de l'utérus, 98 consultations prénatales, 1206 consultations buccales, 467 suivis de malnutrition, 242 moustiquaires imprégnés à efficacité durable ont été distribués, 357 personnes ont été prises en charge dans le cadre de la lutte contre la VBG, 1144 de dépistage de diabète ont été effectués, 907 consultations ophtalmologiques, 244 mammographies, 298 radiographies, 293 gynécologies, 134 préparations à l'accouchement, 748 de groupage sanguin, 288 dépistages de VIH et 251 garçons ont été circoncis. Mis à part les soins et offres médicales, les médicaments ont également été gratuits à bord de la caravane. La caravane sensibilise également sur la VBG. Au total, 34 554 personnes ont été sensibilisées dans ce cadre. Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire des relations bilatérales entre Madagascar et la Suisse, une exposition sur la démocratie directe à Madagascar et en Suisse est conjointement organisée par le Sénat de Madagascar et l'ambassade de la Confédération suisse à Madagascar du 13 juin au 3 juillet 2022. Durant le vernissage de l'exposition, le président du Sénat, Herman Narazafmaev, a annoncé que le Sénat de Madagascar est le lieu par excellence où la pratique de la démocratie fait partie du quotidien. Bien qu'étant une institution représentative du peuple, le Sénat de Madagascar s'adonne à promouvoir tout aussi bien la démocratie représentative que la démocratie directe pour permettre à la population malgache d'exercer son pouvoir. Cette démocratie doit cependant se développer constamment et c'est un combat quotidien pour une nation. Des efforts doivent être mobilisés continuellement afin d'améliorer la démocratie à Madagascar, car elle est un pilier majeur du développement durable et de l'émergence de Madagascar. Ouverte au public, cette exposition trace l'évolution de la démocratie directe à Madagascar et en Suisse afin d'attirer l'attention de la population malgache sur l'importance de son implication directe dans la vie de la nation. Elle montre également l'exemple de la Suisse qui est connue dans l'histoire du monde comme étant un pays où la démocratie directe a atteint un stade avancé. La Suisse, comme son ambassadeur l'a rappelé, a des points communs avec Madagascar, notamment la diversité culturelle dans laquelle la démocratie directe se doit de s'imposer. Il est crucial d'améliorer quotidiennement la démocratie, a-t-il poursuivi pour encourager les débats et non les éviter. Il n'a pas manqué de remercier le président du Sénat pour avoir mis à leur disposition le hall du palais d'Anous. Plus d'explications. Alors, le 13 juin 1961, c'était le jour quand le premier ambassadeur de Suisse avait présenté ses lettres de créance au président Philibert Thiram à l'époque. C'est donc une occasion aujourd'hui, ici, dans l'institution du Sénat, de présenter une des valeurs communes qu'on a, le partage pour la démocratie, mais aussi les éléments de démocratie directe qu'on en partage dans nos deux pays. Et donc, on a inauguré aujourd'hui, ensemble avec le président du Sénat, une exposition qui est ouverte à tout le monde, notamment aussi aux jeunes et aux femmes, sur la démocratie directe à Madagascar et en Suisse. Et donc c'était aussi l'occasion de, pas seulement de fêter les 60 ans de relations bilatérales qu'on a eues jusqu'à présent, mais j'espère aussi d'entamer les prochains 60 ans de relations amicales et fructueuses qu'on va avoir entre nos deux pays.
Et sur un tout autre sujet, seulement 3 communes parmi les 69 communes de la région Anos disposent de BIF ou bureau local foncier, un problème commun à toutes les régions de Madagascar. Par conséquent, très peu de propriétés foncières disposent légalement des documents officiels, selon le rapport fait durant le colloque national foncier. L'initiative de l'État actuel sur une résolution durable des problèmes fonciers s'avère donc prometteuse. Reportage. La population de la région Anos doit rejoindre le chef-lieu pour tout traitement de documents fonciers, faute de BIF au bureau local foncier. Une situation qui explique ainsi le désenchantement de ces derniers pour cette démarche. Sur les 69 communes de la région Anos, 3 seulement disposent de BIF. L'inexistence des documents de propriété, comme le titre ou le certificat foncier, est un obstacle pour bénéficier complètement de ces droits fonciers. Le gouverneur de la région Anos se réjouit donc de l'organisation du colloque national foncier pour pouvoir apporter les problèmes rencontrés par la population de sa localité et discuter de la résolution durable. Des problèmes qui ont également des impacts économiques car la majorité de la population de cette région vit de la culture, vivrière et d'exportation. Le district Tambosar Sud, par exemple, œuvre dans la production de fibres de sisal et donc par la culture de sisal, mais les habitants de ces districts se plaignent de ne pas pouvoir cultiver sur les parcelles de terre de cette culture occupées par les descendants des anciens exploitants durant la colonisation. Le gouverneur a donc discuté de cette cause avec les autorités concernées. L'insuffisance de BIF est un problème commun à chaque région de Madagascar. Actuellement, seulement un tiers des communes dans le pays en disposent. Le BIF est d'une importance capitale par lequel chaque sujet foncier passe au niveau de la commune pour la demande de certificat foncier visant la résolution des problèmes locaux. La région Anna-Landsroof est confrontée au même problème. Sur les 71 communes de la région, 18 seulement disposent de BIF. Rien que pour ce premier semestre, 80% des affaires au niveau de la justice portent sur des litiges fonciers et principalement de délimitation. Les procédures foncières s'annoncent encore plus difficiles avec l'analphabétisme, l'insuffisance de ressources matérielles et humaines dans le domaine foncier, d'après les explications du gouverneur d'Anna-Landsroof. Ces problèmes ont été discutés lors du colloque national foncier, des solutions y ont été également discutées et proposées. Ce dernier remercie donc l'État de cette initiative dans la résolution durable des problèmes fonciers et espère l'application immédiate de ces résolutions, comme l'a dit le président de la République. 500 femmes issues de familles les plus vulnérables dans le 2e arrondissement ont bénéficié d'une formation afin qu'elles puissent accéder à un emploi stable. Il s'agit d'une formation dispensée par la députée élue dans cet arrondissement de la capitale, l'Intra Kutumang, en collaboration avec une entreprise privée œuvrant dans l'esthétique. Un reportage de Nadera Kutuma Voinzara Ranjiansu. Ces femmes bénéficient de formations, mais sont aussi indemnisées par la société. Nous sommes dans le Fuktan de Muitsu, là où est situé l'un des sites de formation. Ces femmes sont issues des couches les plus vulnérables des 3 Fuktans des environs. Elles ont été désignées par l'association politique TGV. 80 femmes issues des Fuktans Ambuitsu, Ampamatanan et Muraran bénéficient ainsi de formation. C'est une entreprise privée qui a mis en place des ateliers de formation pour éviter des dépenses, notamment les frais de déplacement ou encore les déjeuners. Selon le chef de Fuktan d'Amuitsu, le taux de chômage y est élevé. De plus, les femmes sont souvent victimes de violences conjugales ou ne trouvent pas d'emploi. Ainsi, cette initiative vient à point. Ces femmes seront ainsi recrutées définitivement au sein de la société si elles répondent aux critères. Elles peuvent également gagner jusqu'à 15 000 arrières par jour si elles sont performantes car leurs produits sont exportés à l'international, affirme cette formatrice. Pour cette première vague, 5 sites seront mis en place dans le 2e arrondissement. Sur ces 5 sites, 80 à 100 femmes bénéficient de formation. La députée de Madagascar, élue dans le 2e arrondissement, l'Intra Kutumang, a affirmé qu'il s'agit d'une promesse qu'elle ait faite à ces femmes durant la célébration du 8 mars. Il s'agit aussi de réaliser les engagements du président de la République. Le but est d'étendre à plus de 12 sites de formation dans tout le 2e arrondissement, selon toujours les explications. Seulement 15% des contribuables se sont acquittés de leur impôt dans la commune d'Apitatafk. Pourtant, le paiement des taxes est la garantie de développement d'une municipalité. Les responsables auprès de la commune sensibilisent donc les citoyens à les payer. Ruth Christelle Rakutumalal sur les images de Yves Janel. Le nombre de contribuables enregistrés dans la commune d'Apitatafk en 2019-2020 est de 9 580. La plupart d'entre eux sont des petits entrepreneurs, des agriculteurs et des éleveurs.
Pour la même année, seulement 15% d'entre eux se sont acquittés de leur impôt, ne générant que 27 millions d'arrières de recettes fiscales, alors que le total des impôts à percevoir était de 180 millions d'arrières. Selon les explications de Rakout Mavriv, un responsable auprès de la commune, ce sont les agriculteurs et les éleveurs qui sont des bons contribuables par crainte des sanctions. Le paiement des impôts est aussi une garantie du développement des communes et des Fouktagnes à travers la construction de nombreuses infrastructures. Toujours pour la commune d'Ampitatavk, l'impôt dû pour 2020-2021 est de 221 millions d'arrières. Des sensibilisations envers les contribuables sont effectuées pour atteindre au moins 50% de cette recette fiscale. Et concernant les actualités internationales, à présent, près de 2 mois après la réélection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les électeurs français se sont rendus aux urnes pour le premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin. Figure de leur patrie, députés fortement implantés ou anciens ministres, certains candidats très attendus n'accèdent finalement pas au second tour du scrutin. France 24. Paris perdu pour Éric Zemmour. Après sa défaite à la présidentielle, le candidat d'extrême droite tentait sa chance pour un poste de député dans le Var. Il arrive en 3e position et est éliminé dès le premier tour. Entre une droite qui rêve d'être de gauche et une droite qui rêve d'être au centre, Reconquête sera la seule droite qui n'a pas honte d'être de droite, qui n'aura pas honte de défendre notre identité, l'excellence dans nos écoles, la fierté d'être français, l'ordre, le travail, la liberté. À droite, le camp des Républicains pousse un ouf de soulagement. Si certains anciens comme Julien Faubert et Guillaume Larrivé perdent leur siège, d'autres comme le niçois Éric Ciotti sont en ballottage favorable. L'alliance de la droite et du centre pourrait obtenir entre 50 et 80 sièges et donc devenir un allié indispensable pour la majorité présidentielle. Il y a une ligne qui a toujours été claire, c'est aucune voie pour les extrêmes. C'est-à-dire que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, encore une fois, c'est les classes moyennes qui vont payer. Parce qu'il faudra bien aller chercher des recettes quelque part. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nos entreprises sont étouffées de charges, de normes. Toutes les classes moyennes paient en permanence, n'en peuvent plus. Et nous pouvons faire bouger cela. Si le parti présidentiel est présent dans la plupart des circonscriptions, plusieurs poids lourds joueront leur avenir politique dimanche prochain, à l'image des ministres Amélie de Montchalin et Clément Beaune, tous deux en ballottage défavorable. En revanche, fin de partie pour Jean-Michel Blanquer. L'ancien ministre de l'Éducation nationale durant le dernier quinquennat échoue dans la 4e circonscription du Loiret, derrière les candidats de la NUP et du Rassemblement national. Une vingtaine de sénateurs américains, républicains et démocrates ont annoncé hier un accord sur plusieurs dispositions pour mieux encadrer l'utilisation des armes à feu. Ces mesures, qui doivent être approuvées par le Sénat, prévoient d'augmenter le budget attribué à la santé mentale et de renforcer la sécurité dans les écoles. Le texte inclut également une incitation aux États à retirer les armes aux personnes jugées dangereuses. Toujours un reportage de France 24. Le pouce en l'air, Joe Biden salue des avancées importantes pour le contrôle des armes à feu. Un groupe de sénateurs démocrates et républicains a trouvé un compromis pour mieux les encadrer. Un accord historique sur un sujet qui traditionnellement suscite une levée de boucliers des républicains. Nous n'avons pas vu le début du commencement d'une ligne contenue dans ce texte depuis 30 ans. Et je pense que ce n'est pas anodin. C'est une sorte de terrain d'essai qui prouve qu'on peut passer des lois bipartisanes sur les armes dans ce pays sans que le ciel ne nous tombe sur la tête. L'accord permet de limiter l'accès aux armes aux personnes jugées dangereuses. Le texte prévoit aussi le financement de programmes d'aide, le renforcement de la sécurité dans les écoles et de meilleures vérifications des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes de moins de 21 ans. Des avancées qui sont loin des revendications de Joe Biden et du texte voté mercredi par la Chambre des représentants. Les démocrates souhaitaient initialement interdire la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans. Ces dernières semaines, les États-Unis ont été le théâtre de plusieurs tueries, dont celle d'Uvalde au Texas le 24 mai. Un jeune de 18 ans avait fait irruption dans un établissement scolaire, tuant 17 enfants et 2 institutrices. Des drames qui ont suscité la colère d'une partie de la population qui manifeste depuis dans tout le pays.
La Finlande et la Suède ont déposé leur candidature à l'OTAN le mercredi 18 mai. Si la quasi-totalité des 30 pays membres de l'Alliance ont salué cette décision, la Turquie s'est positionnée contre l'adhésion des deux pays nordiques. Dimanche, le secrétaire général de l'OTAN a prévenu que le blocage par la Turquie des demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande pourrait ne pas être résolu à temps pour le sommet de l'Alliance prévu le 28 juin. Reportage. Pour la Finlande et la Suède, l'entrée dans l'OTAN risque d'être bien plus compliquée que prévu. C'est en tout cas ce que craint le secrétaire général de l'Alliance Nord-Atlantique, Jens Stoltenberg, présent ce dimanche en Finlande. La Turquie bloque toujours leur candidature et cela ne devrait pas être résolu avant le prochain sommet de l'OTAN, le 28 juin. Le sommet de Madrid n'a jamais été une échéance. En même temps, je voudrais que la question soit résolue le plus rapidement possible. C'est pourquoi nous travaillons dur avec notre allié de l'OTAN, la Turquie, ainsi qu'avec la Finlande et la Suède, pour résoudre les problèmes soulevés par la Turquie. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, la Finlande et la Suède, historiquement neutres, se sont rapprochés de l'OTAN jusqu'à faire une demande officielle d'adhésion. Mais les 30 membres de l'Alliance doivent les approuver, ce que refuse pour l'heure la Turquie. Pour Ankara, ces deux pays offrent un refuge au Parti des travailleurs du Kurdistan, groupe classé comme terroriste par la Turquie, une position qui surprend la Finlande. C'était un peu étonnant d'entendre l'opinion du président Erdogan le 13 avril, parce que des mois auparavant, à de très nombreuses occasions, nous avions eu une réponse positive de la part de la Turquie. Jens Stoltenberg a néanmoins précisé que les préoccupations turques étaient légitimes et qu'il gardait espoir de résoudre ces différends. La Russie a, elle, menacé que ces adhésions auraient des conséquences dans le futur. C'est également avec cette actualité internationale que nous fermons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez sur Viva car peu de temps après cette édition, vous avez rendez-vous avec la série Revenge. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.